Bonjour à tous, merci de votre présence très nombreuse. Je vais donc partager avec vous quelques réflexions autour de ce qu'on appelle aujourd'hui désormais les nouvelles formes d'emploi. En Belgique, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, se constate une croissance très importante de ces nouvelles formes qui sont, si vous voulez, intermédiaires entre le statut de salarié, que tout le monde connaît bien et sur lequel finalement l'ensemble de notre régulation sociale a été construite, et le statut d'indépendant. Et nous voyons effectivement, avec la nouvelle économie, avec la digitalisation croissante, une zone intermédiaire que certains appellent une zone grise d'emploi qui se développe. Alors la figure évidemment la plus connue étant le travail de plateforme, Uber, Deliveroo, Airbnb, mais également on voit se multiplier, et toutes les statistiques le montrent, les formes intermédiaires que sont les freelancers, les indépendants professionnels, c'est-à-dire des nouvelles formes d'indépendants qui ne sont pas le notaire, le médecin ou l'avocat, mais qui sont plutôt des consultants, des web designers, des formateurs, des IT workers. Voilà toute une série de nouvelles formes qui apparaissent et qui se développent un peu partout. Et ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est que ces nouvelles formes interrogent finalement les fondements de ce que sont aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui la protection sociale. Alors pourquoi l'interroge-t-il ? Parce qu'en fait, ces nouvelles formes de travail ont deux composantes essentielles qui sont différentes de la relation d'emploi traditionnelle. La première composante différente est le fait que la gestion de la relation de travail aujourd'hui devient de plus en plus triangulée dans le cadre de relations triangulaires de travail où vous avez une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre, vous avez une entreprise fournisseuse de main-d'œuvre et vous avez des travailleurs entre les deux qui peuvent être donc triangulés dans ces relations de travail. Pensez par exemple à des sociétés qui fournissent de l'ingénieur et donc aujourd'hui une entreprise industrielle plutôt que d'engager un ingénieur va recourir au service d'une société qui lui fournit pendant un certain temps une prestation d'ingénieur. Puis vous avez également toutes les formes d'emploi que j'ai évoquées en début de parcours et qui font en sorte que la gestion même de la relation de travail devient évanescente d'une certaine manière. Elle devient une gestion commerciale, on achète de la prestation. Une deuxième composante très importante qui différencie ce qui se passe des anciennes ou des formes traditionnelles d'emploi, c'est que le contrôle, aujourd'hui, se fait de moins en moins sur le processus de travail, sur la manière de travailler, et de plus en plus sur le résultat de la prestation, sur le résultat du service proposé. Et donc tout ça contribue à faire naître le thème de l'autonomie. On parle de plus en plus de travailleurs autonomes, autonomous workers, et dans une certaine mesure, cette autonomie, aujourd'hui, on peut l'analyser au moins par trois grandes dimensions. La première dimension, elle est statutaire. Effectivement, aujourd'hui, entre la forme pure de l'emploi salarié et auprès d'un même employeur et la forme pure de l'indépendant, il y a tout un gradient de possibilités. Vous avez évidemment des formes d'indépendants portées par des structures qui, d'une certaine manière, les salarient le temps d'une mission, etc. Vous avez toute une série de possibilités concernant la dimension statutaire. On peut également regarder dans quelle mesure l'accès à la protection sociale est fourni par ces intermédiaires. On peut regarder dans quelle mesure la personne a une liberté de choix de son statut, ou bien est-ce qu'il y est contraint par un employeur qui dit finalement je te demande de devenir indépendant pour que tu puisses continuer à travailler pour
mois, etc., etc. Donc ça, c'est la première dimension de l'autonomie, le statut. Et d'une certaine manière, ça nous invite déjà à réfléchir là-dessus. Est-ce que cette autonomie est totale et dans quelle mesure y a-t-il des contraintes qui s'imposent à cette autonomie? Deuxième dimension que je vous propose de regarder, le contenu même du travail. Est-ce que finalement le travail est soi-disant uniquement contrôlé sur les résultats, ou bien est-ce qu'il y a des process à respecter, des prescriptions très, très précises? Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas, dans une certaine mesure, considérer qu'il y a une certaine forme de relation d'emploi salarié, même si le statut n'y correspond pas. Troisième grande dimension que je vous propose de prendre en compte, les conditions de travail. Que se passe-t-il, par exemple, en termes de formation? Est-ce à charge de cet indépendant, de ce freelancer, ou bien est-ce qu'il y a des solutions qui lui sont proposées? Quid de la régularité des revenus? Est-ce que le travailleur doit courir après le contrat au risque de ne pas bien faire son travail, mais parce qu'il veut assurer une certaine régularité de ses revenus, ou bien passe-t-il par des creux et par des pics? Que se passe-t-il en la matière? Que se passe-t-il également sur le temps de travail? Est-ce qu'on a évoqué la qualité de vie du travail en Belgique, dans ce troisième défi, mais est-ce que finalement on ne se trouve pas dans des situations où, à force d'enchaîner du travail à la pièce, si je puis dire, on se retrouve avec des journées de 50, des semaines de 50 à 75 heures, comme c'est attesté par un certain nombre de statistiques. Donc, on voit bien apparaître derrière l'image mythique ou utopique de l'autonomie au travail un certain nombre de risques. Des risques pour le travailleur lui-même, des nouveaux risques liés à cette autonomie au travail, des risques qui sont liés à son accès à la protection sociale, à sa couverture, par exemple, en cas de maladie, en cas de retraite, etc. Il y a des nouveaux risques qui apparaissent également pour le travailleur en termes de contenu du travail, s'il se trouve finalement dans des situations de travail où personne ne soutient finalement sa professionnalité et il est juste amené à délivrer du service très contraint, et des nouveaux risques en termes de conditions de travail, puisqu'on voit que il y a une probabilité assez grande que la formation n'ait pas lieu, puisqu'elle est prise en charge par le travailleur lui-même, donc il va la mettre de côté, que les revenus soient irréguliers, que le temps de travail soit un peu explosé, etc. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ces risques, qui sont bien documentés par la littérature et les recherches, commencent à devenir conscients dans la tête des entreprises utilisatrices. Elles se rendent compte que, finalement, recourir sans vergogne, si je puis dire, à une main-d'œuvre de ce type conduit d'abord en termes de statut, à un problème d'invisibilité. Le nombre de fois que je fais des exposés devant des directeurs de ressources humaines d'entreprises en leur demandant « Savez-vous combien de freelancers, de travailleurs indépendants, de sous-traitants, etc. travaillent dans votre entreprise ?» Ils me disent « Nous n'en savons rien. Tout ça passe par le service achat et nous n'avons aucune visibilité sur ce qui se passe. » C'est un fameux challenge. Une autre difficulté statutaire qui se pose pour les employeurs aujourd'hui est le risque de requalification. On en a parlé dans certaines des vidéos en disant finalement, il suffit qu'il y ait un accident de travail ou un conflit qui se pose pour qu'un juge puisse montrer qu'il y a une relation de dépendance économique et que la relation doit être requalifiée en relation salariale. Donc voilà des premiers risques qui apparaissent sur le plan statutaire. Sur le plan du contenu du travail, on se rend compte aussi qu'à force de recourir à une main-d'œuvre hyper flexible, cela peut conduire à une dégradation de la qualité, à des problèmes d'engagement du travailleur. Et en termes de conditions de travail, on voit qu'une des difficultés liées au fait qu'il n'y a pas véritablement de possibilité de développement de compétences ou de régularité de revenus fait en sorte qu'on peut avoir une main-d'œuvre qui n'innove pas beaucoup, qui n'entretient pas sa professionnalité, qui va avoir des comportements opportunistes de quête du contrat, de déloyauté, etc. Donc, un ensemble de défis sont en train de se poser, et aussi bien pour les travailleurs que pour,
j'hésite à les appeler employeurs, je dirais plutôt entreprises utilisatrices. Et aujourd'hui, on se dit, mais au fond, comment réguler tout ça? Des chercheurs australiens ont essayé de réfléchir sur la question et on dit, au fond, il y a 5 grandes possibilités pour arriver à réguler ces nouvelles formes d'emploi. La première, peut-être la plus basique, consiste à dire, appliquons déjà le cadre existant. Appliquons déjà la législation existante. Il y a bien de domaines dans lesquels elle n'est finalement pas effective. C'est une première possibilité. Une deuxième possibilité consiste à dire élargissons le domaine de la relation d'emploi. C'est tout le débat aujourd'hui autour d'Uber, par exemple, et se dire est-ce qu'un chauffeur Uber n'est pas finalement un employé de l'entreprise Uber, ce que évidemment Uber conteste en disant nous ne sommes qu'un algorithme mettant en relation une offre et une demande. Donc c'est une deuxième possibilité, c'est d'élargir le champ de la relation d'emploi. Troisième possibilité, qui a été expérimentée dans plusieurs pays européens, c'est de créer finalement un troisième statut et de se dire entre l'emploi traditionnel et l'indépendant traditionnel, on peut également convenir de créer un statut comme par exemple en Angleterre, entre l'employee et le self-employed, vous avez désormais une catégorie worker. Alors le problème de cette troisième option, c'est qu'elle peut conduire, c'est un des effets pervers, un certain nombre d'employeurs à dire à leurs employés réguliers, deviens finalement worker, c'est une sécurité sociale un peu au rabais, ça me coûte moins cher. Donc on a beaucoup de réflexions critiques sur cette possibilité d'un troisième statut qui a été étudié en Belgique et qui n'a finalement pas été adopté. Quatrième possibilité, le scénario à la suédoise, si je puis dire, qui consisterait à dire prenons un système universel d'accès à la protection sociale, quel que soit le statut, que vous soyez chômeur, que vous soyez sous-traitant, travailleur temporaire, indépendant ou travailleur régulier, vous avez droit à une sécurité sociale complète. Alors c'est une formule ambitieuse et certaines réformes sont en train de se passer en Europe, notamment pour aller dans ce sens. Et la cinquième possibilité que je voudrais brièvement évoquer avec vous en clôture de cet exposé, c'est revoir la notion même d'employeur. Qu'est-ce qu'un employeur aujourd'hui ? On a évoqué à plusieurs reprises le tripartisme qui est fondateur de la sécurité sociale. Le tripartisme, c'est l'État, c'est les travailleurs et c'est les employeurs. Mais qu'est-ce qu'un employeur aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne doit pas revoir cette notion ? Et je vous évoquais tout à l'heure une prise de conscience dans les milieux employeurs des risques qui sont liés aux nouvelles formes d'emploi. On voit se développer aujourd'hui un concept assez intéressant qui est celui de Total Workforce Management. Et donc, c'est cette idée que désormais, une entreprise doit pouvoir voir une vue complète de sa total workforce et pas seulement de ses employés réguliers. Et c'est avec cette vue complète qu'on peut commencer, il y a toute une série de défis qui se posent, à étudier des solutions alternatives, des solutions intéressantes de protection. Ça implique évidemment de sortir du droit social traditionnel, ça implique de commencer à parler avec des intermédiaires du marché du travail qui commencent à prendre le rôle finalement d'employeur entre le travailleur indépendant et la société utilisatrice. Ça implique de commencer à travailler avec des quasi-syndicats, des freelancers unions qui ne sont pas reconnus dans le dialogue social traditionnel, mais qui sont porteurs de nouvelles revendications sur les compétences, sur la régularité des revenus. Ça implique de travailler en partenariat avec d'autres entreprises, dans le cadre d'écosystèmes territoriaux, par exemple. Voilà toute une série de défis qui se posent, je crois, à la sécurité sociale lorsqu'on étudie ces nouvelles formes d'emploi. Donc, penser la multidimensionnalité de
d'autonomie dans ces nouvelles formes d'emploi, essayer de comprendre qu'on doit sortir du droit social traditionnel et sans doute, peut-être, inventer des nouvelles coopérations avec des nouveaux acteurs comme ces intermédiaires du marché du travail ou ces quasi-syndicats, quasi-unions en anglais, qui sont en train d'émerger un peu partout, y compris dans notre propre pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention.